Des prières, des zikrs, des bénédictions et des repas collectifs. C'est dans cet état d'esprit que la communauté musulmane du Mali a célébré la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a fait le tour de la capitale pour assister à des prêches et apporter la solidarité du gouvernement. Nous irons aussi dans la cité des 333 saints pour parler de cette célébration. Dans le cadre des dossiers en 5 de la transition, ce soir, focus sur des secteurs stratégiques, l'énergie, l'eau, l'emploi et la formation professionnelle. On constate une nette amélioration dans la desserte de l'électricité et de l'eau. Au niveau de l'emploi, des initiatives ont été prises pour baisser la courbe de taux de chômage et renforcer la formation et l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali se tient du 27 novembre au 7 décembre prochain sous le thème Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Outre les pays de l'AES, on note un invité spécial à la Chambre des métiers de l'artisanat de Rabat du Maroc. L'édition 2025 est marquée du sceau de l'année de la culture. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole, des missions de la Direction nationale de l'agriculture sont à l'intérieur du pays pour échanger avec les producteurs. Dans l'ensemble, pas d'inquiétude, la physionomie de la campagne est rassurante. À suivre les étapes de Koulikoro et Ségou dans cette édition. Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'ERTM, bienvenue dans la grande édition de 20h. Vous servir est un réel plaisir et bonne fête de Mawloud à la communauté musulmane. Cette communauté musulmane donc célèbre ce 5 septembre Mawloud ou la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, un moment de spiritualité et de recueillement. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a sillonné dans la soirée quelques espaces de prêche pour apporter la solidarité du gouvernement. Et comme on pouvait s'y attendre, les fidèles ont répondu à l'appel du guide spirituel des Ansara au stade du 26 mars qui a fait le plein. Dr Mamadou Koné a invité ses co-religionnaires à l'attente au pardon pour la paix et la stabilité du Mali. La visite a été suivie par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Tchemoro Koulati. Des messages d'Allah, l'omnipotent, à l'endroit des milliers de fidèles, comme pour emboîter les pas au premier et dernier messager. Il s'agit bien du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, dont la naissance est une fois de plus célébrée à travers cette séance de prêche ici au stade du 26 mars. Une mobilisation électrique ce jeudi soir à l'initiative du guide spirituel Chérif Ousmane Madan Haïdara. Ainsi, les natifs de Tamani scintillent en respectant une tradition bien en place qui gratifie ses fidèles venus du Mali, d'Afrique et d'autres continents. Et c'est dans cette ambiance que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est reçu aux environs de 2 h du matin. Yaoudia bi maraj men gono sisa abi islameo ka sede kono sisa islameo ye jamana mene yaoudia o ba kono islameo ba kono mais asena marabi islameo de bolo. Autre lieu de prêche et non des moindres ayant reçu la visite du ministre, celui organisé par Aruna Sangare à Banangabougou en commune 6 du district de Bamako. Ici, le temps est donné à travers l'hymne national et la récitation de quelques versets du Saint-Coran. En plus d'éclairer la lanterne de l'assistance sur la symbolique de la naissance du prophète Mohamed, cet autre érudit se réfère à l'actualité et appelle à la mobilisation pour soutenir les forces armées maliennes, citant un exemple certains exploits dont il a lui-même été témoin. Puissance mondiale, puissance mais dessous, on dit que Géria, Wallahi, à la Zaouia de Cheikh Mohamed Makiba, qui constitue la première étape de cette randonnée du ministre, la naissance du prophète a été célébrée sous le thème de la cohésion nationale. On a choisi cette année Mawloud, facteur de justice sociale et de la réconciliation nationale. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on a besoin de la paix, on a besoin de la réconciliation des cœurs et les esprits de tous les Maliens. Donc on veut que tous les prêcheurs dans les zaouïas, dans les lieux publics, prêchent la paix, la réconciliation nationale et formuler des bénédictions, des prières pour la paix et la stabilité au Mali. C'est une symbolique très forte dans les registres de l'islam,
car ça montre l'entente entre les religions, la solidarité, la convivialité et surtout les vivre ensemble tel que le prophète de l'islam a prôné dans le monde entier. C'est ce que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre docteur général de division Abdoulaye Maïga ont toujours prôné et ont toujours exhorté les ministres à être des exemplaires dans le cadre de la solidarité. La nuit de la célébration de Mawlud, c'est une nuit spéciale qui doit montrer à tous les musulmans qu'ils doivent s'unir et ils doivent être avec l'ensemble de la population du Mali. Car nous sommes les voisins des autres et que nous devons aussi profiter de l'occasion pour faire beaucoup de bénédictions. Le ministre conclut en appelant les uns et les autres à soutenir les forces armées maliennes. Toute action allant dans ce sens, précise-t-il, est la bienvenue. Que les bénédictions et prières formulées au nom du Mali soient exaucées. Amen. Dans la cité des 333 saints, ils sont des milliers de ressortissants à converger vers la cité mystérieuse pour célébrer Mawlud. En attendant le baptême, la journée d'hier a été marquée par le partage des repas par les familles d'érudits et des séances de lecture du Coran dans les mosquées pour louer les mérites du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le reportage de Najim Baba Sissé et Mahamoudou Askoufari. La date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est marquée à Tombouctou par des moments de partage et de convivialité dans quelques familles d'érudits offrant des mains à la population. Des initiatives héritées de leurs aïeux, vieilles de plusieurs siècles. À chaque fête de Mawlud, la naissance, c'est le Cheikh Al-Madar qui organise un dîner pour les lecteurs. Donc après le dîner, là, ils vont se retrouver à la mosquée pour les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, on se donne au revoir, on fait des vœux pour tout le pays, la ville et tout le monde. De la mosquée Sankouré, en passant par Djingarayber, la Zawiya Sidi Ali Al-Arawani, bref, tous les quartiers disposant de points de lecture sont envahis par les fidèles venus pour partager ces moments du Mawlud, moments de communion. Ça se passe très bien, on le fait dans une multicolarité d'ethnie et de cohésion. Et la communauté Arawan le fait comme d'habitude. Et ce soir à la naissance, nous lisions des paroles qui glorifient notre prophète jusqu'à 1h ou 2h du matin, accompagné d'une Fatiha. Et après, on se retrouve à la mosquée Sankouré pour clôturer cette belle soirée. Pour certains autochtones, la mobilisation semble timide cette année. Chaque année, on reçoit massivement des étrangers, des ressortissants de Tombouctou à Boumoko, des étrangers qui viennent d'extérieur. Mais cette année, pour le moment, avec la naissance quand même, on n'a pas vu assez d'étrangers pour le moment. Je suis émerveillé, je suis seulement émerveillé parce que à 72 ans, c'est ma première fois d'assister à un tel événement. Je ne savais pas que Tombouctou garde de tels patrimoines. Chaque année, nous sommes là pendant cette période à Tombouctou pour célébrer la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelles que soient nos activités, on se donne les voies et moyens pour être là. C'est un héritage spirituel et culturel dont nous avons hérité de nos parents. Le Mawlud à Tombouctou, ce sont des milliers de ressortissants et personnes d'autres nationalités qui misent tout pour prendre part aux festivités. Voilà, et le Mawlud a été célébré sur l'ensemble du territoire. Vous aurez d'autres reportages dans nos éditions futures. Et nous arrivons aux deux grands formats de cette édition consacrée aux réalisations des départements ministériels pendant les 5 ans de la transition. Au ministère de l'Énergie et de l'Eau, par exemple, le quinquennat écoulé a été marqué par plusieurs actions visant à améliorer la desserte en électricité et en eau potable des populations. Dans le secteur de l'énergie, pour faire face à la crise énergétique, un plan spécial a été élaboré en 2024 dont la mise en œuvre a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Dans le secteur de l'eau, plus de 105 000 branchements sociaux et plus de 3 500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés. Retour sur les grandes actions du département de l'énergie et de l'eau avec Soumeïla Berti.
Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, s'est engagé à satisfaire les besoins fondamentaux des populations en énergie et en eau pour la période 2020-2025. Et cela conformément aux orientations du président de la transition. Une volonté qui se traduit par la mise en œuvre de projets structurants et des réformes dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. D'abord, dans le secteur de l'énergie. Pour faire face à la crise énergétique, un plan unique a été élaboré en décembre 2024 à la suite de 2 visites du Premier ministre chef du gouvernement à la société EDEM SA, avec comme objectif d'améliorer la desserte à compter du début du mois de Ramadan 2025, de poursuivre cette amélioration progressivement à travers l'important appui financier consenti par l'État et le soutien de ses partenaires pour pallier la forte dépendance aux hydrocarbures et mix de production actuelle afin d'atteindre 24 heures par jour avant fin décembre 2026. La mise en œuvre de ce plan a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Aussi, les grandes actions ont porté sur le lancement courant en 2024 de la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit de la centrale solaire de 200 MW à Sanankuruba, la centrale solaire de 2 x 50 MW Crête avec 2 x 25 MWh à Safo et la centrale solaire de 2 x 50 MW Crête à Tchakadougou, Dialakourou. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du développement des sources d'énergie renouvelables et de l'amélioration des mix énergétiques. Parallèlement, il y a aussi la réalisation et la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de 100 MW à Sirakoro en mai 2023, la réalisation et l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina dans le cadre de l'OMVS en décembre 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement, la réalisation et la mise en service de la ligne 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanankuruba et les postes associés, ainsi que les raccordements au réseau interconnecté de la société EDEM SA des localités de Bougouni, Zantchebougou, Kolendjeba, Sido et Kéléa. Des acquis auxquels s'ajoutent les actions de renforcement des postes de transformation et du réseau de transport et de distribution de l'électricité autour de Bamako dans le cadre du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali, PASSEM, la construction en cours de la liaison 225 kV double terne Manantali-Bamako dans le cadre de l'OMVS, ainsi que la réalisation de 45 centrales hybrides solaires thermiques pour alimenter 46 localités mises en service entre 2022 et 2023 dans le cadre du projet système hybride d'électrification rurale. S'agissant des actions relatives au développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, la République du Mali et la Fédération de Russie ont signé un accord de coopération lors de la visite en Russie du président de la transition, chef de l'État, en juin 2025. Par ailleurs, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition en matière d'électricité, les actions ont concerné le renforcement de la capacité de production de EDEM SA par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes et l'équipement en infrastructures solaires de certains établissements de santé du pays et l'éclairage public de certaines artères principales de la ville de Bamako. Dans le secteur eau, pour ce qui est de l'amélioration de l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable, les réalisations en infrastructures hydrauliques sur la période ont porté sur la création de plus de 3500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable, dont près de 950 addictions d'eau potable, avec plus de 3000 bornes fontaines, ainsi que des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés et des milliers de forages équipés de pompes à motricité humaine, ainsi que des puits modernes. On note aussi l'augmentation de la capacité de production de 301 335 m3 par jour à Kabala et 13 335 m3 pour le renforcement des addictions d'eau potable des villes de Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. Ensuite, plus de 2100 km de réseaux de distribution ont été réalisés à Bamako, Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. 1455 bornes fontaines et 105 144 branchements sociaux réalisés. Dans ce contexte, la production annuelle d'eau potable de la Chomagep SA est passée de près de 150 millions de m3 en 2020 à plus de 198 millions de m3 en 2025, soit une hausse de 32,7%.
ce qui aboutit à l'augmentation du nombre d'abonnés qui est passé d'un peu plus de 310 000 en 2020 à près de 436 000 abonnés en 2025 sur l'ensemble du territoire national, soit une hausse de 40% pour 125 580 abonnés supplémentaires. Il faut noter aussi au titre des acquis le lancement à Caille des travaux du projet d'appui pour la sécurité de l'eau au Mali, passément en juin 2025. En outre, ces actions intègrent la réalisation de 450 forages équipés de systèmes d'adduction d'eau dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À noter enfin un acquis important pour le secteur de l'eau a versé au compte de la transition. La Constitution de juillet 2023 a, à son article 10, fait de l'accès à l'eau un droit fondamental. À cela s'ajoute la réforme intervenue dans le domaine des énergies renouvelables avec la fusion en décembre 2024 de l'Agence des énergies renouvelables AER et l'Agence nationale des énergies et biocarburants ANADEB pour donner naissance à l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies ANERB. Autre secteur qui a le vent en poupe, c'est bien celui de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. En 5 ans, ce département, sous la conduite du ministre Oumou Salsek, a connu des avancées majeures. Ainsi, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministère a contribué de manière significative à renforcer la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Mali, tout en améliorant les infrastructures et en mettant en place des stratégies durables pour l'avenir. Voyons les grandes réalisations du département en 5 ans avec Barakissa Ouattara. Que de grandes réalisations durant ces 5 dernières années au ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Parmi les actions majeures, la construction et l'équipement de la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle du Gao, du nouveau siège du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, ainsi que la construction, l'équipement et l'ouverture des centres de formation professionnelle de Sikasso et de Markala. Ces infrastructures ont coûté au budget national plus de 5 milliards de francs CFA. S'ajoute à cela le financement de 329 plans et projets de formation au profit de 14 879 actifs, dont 6 796 femmes pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Conformément à la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ainsi qu'aux orientations du Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le département a financé la bourse complémentaire de 560 jeunes stagiaires dans les différents centres de formation professionnelle des pays partenaires tels que le Royaume du Maroc et la Tunisie, de plus d'1 milliard de francs CFA. 14 893 jeunes ont aussi bénéficié d'actions de renforcement d'employabilité à travers le stage de formation et de qualification professionnelle. Les indemnités des 2 derniers contingents du programme de stage de formation professionnelle 13e et le 14e, fort de 5 000 jeunes, ont été prises en charge par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. 20 983 jeunes hommes et femmes en situation de handicap, déscolarisés et non scolarisés, de migrants de retour ont été formés et certifiés dans les filières de l'agropastoral, des BTP, des mines et de l'artisanat. Plus de 2300 apprenants ont bénéficié des kits d'installation et 775 mètres d'apprentissage ont été validés. Aussi, 3490 kits ont été mis à disposition dans différents corps de métiers permettant de générer ou consolider 9130 emplois dans le cadre de la formation continue destinée au perfectionnement et à la reconversion des travailleurs. Grâce au département, 258 auditeurs travailleurs ont été formés et certifiés par le Centre de perfectionnement et de reconversion. Il est également l'initiateur du développement de l'esprit d'entreprise chez plus de 34 000 jeunes à travers les sciences d'information, de sensibilisation, de formation, de réalisation, de bilan, de compétences et de gestion d'entreprise.
L'on note également le perfectionnement et la reconversion de plus de 1500 professionnels de banque et établissements financiers et du secteur privé. L'opérationnalisation du deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat de jeunes ruraux pour un montant de plus de 59 milliards de francs CFA, ainsi que la formation et l'octroi de permis de conduire à 1150 jeunes filles et garçons apprentis déscolarisés et scolarisés et personnes en situation de handicap. De 2020 en 2025, il a été enregistré la création de plus de 300 000 emplois et la perte de plus de 17 000 emplois, soit une création de plus de 200 000 emplois. Quant au secteur privé, il a créé plus de 100 000 emplois, soit plus de 53% des emplois totaux, contre plus de 140 000 emplois pour le secteur public, soit 46,67%. On peut donc dire que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a contribué de manière significative à renforcer la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes au Mali, tout en améliorant les infrastructures et en mettant en place les stratégies durables pour l'avenir. Et les réformes se poursuivent dans le cadre des orientations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et pour une grande adhésion à celle-ci, le gouvernement a mis en place une stratégie de dissémination. C'est ainsi que la stratégie nationale Malikura Nyeta Srakabe Samba Filani Bioroni Sabama a été présentée hier aux opérateurs économiques. C'était au cours d'un déjeuner ici à Bamako. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'Agence malienne pour la promotion des investissements. Elle vise à inciter le secteur privé à la création d'unités industrielles pour la transformation sur place de certaines matières premières. Il s'agit en clair de créer des usines de transformation du coton, d'une sucrerie, entre autres. Le reportage de Mamadou Fani. Des produits made in Mali avec les matières premières produites au Mali, c'est la nouvelle stratégie de l'Agence malienne pour la promotion des investissements API Mali. Cette stratégie s'inscrit dans la vision de Malikura Nyeta Srakabe Samba Anibi Woroni Sabama. Pour parvenir à cela, API Mali a regroupé un groupe d'investisseurs maliens autour d'un déjeuner pour examiner 3 projets. L'objectif recherché, c'est d'aboutir à la mise en place de consortiums de 2, 3 ou même de 6 opérateurs économiques autour d'un, 2 ou des 3 projets structurants que nous avons proposés et qui seront de nature à renforcer notre économie et à assurer la transformation économique de notre pays à travers donc la production de sucre, le coton hydrophile et même la mise en place de 2 filatures au Mali, à Bamako et à Koutchala. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que les Maliens, à travers ces opérateurs économiques, puissent habiller les Maliens, nourrir les Maliens et soigner les Maliens. Et c'est ça le développement endogène et c'est la meilleure des souverainetés. Ces 3 projets structurants clés à main sont conçus pour répondre aux priorités de développement de notre pays ancrées dans nos réalités. Une initiative hautement appréciée par les investisseurs maliens. Nous sommes très honorés de faire partie de ces personnes et nous sommes prêts également à suivre les indications qui ont été données et nous sommes prêts également à tout mettre en œuvre pour assurer la mise en œuvre de cette politique-là. Parce que c'est l'industrie qui crée de la valeur. C'est l'industrie qui fait de la transformation. Nous sommes un pays qui produit, mais malheureusement, nous sommes un pays qui ne transforme pas. Il faut créer de la valeur en transformant nos produits locaux avant de les exporter et en les transformant, on crée de l'emploi et en créant de l'emploi, on relance l'économie, on relance la consommation, on relance tous les agrégats économiques. C'est en cela que notre pays peut se développer. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, entend soutenir cette ambition par des mécanismes d'accompagnement, d'incitation et de facilitation pour que nos entrepreneurs nationaux deviennent les leaders de notre économie. La réinsertion socio-professionnelle en milieu carcéral, gage d'une paix sociale, c'est le thème de la 2e édition du Café des droits de l'homme. Cette activité s'inscrit dans la dynamique de promouvoir les droits de l'homme. La cérémonie s'est déroulée hier ici à Bamako en présence du secrétaire général du ministère de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Le reportage de Aliou Abdoulaye Touri. Cette 2e édition du Café des droits de l'homme se fixe un objectif précis:
faciliter la compréhension des droits de l'homme à travers des thématiques comme les droits des femmes, des enfants, mais également les droits des personnes privées de liberté et bien d'autres. Cette deuxième édition n'est que la suite de ce processus du Café des droits de l'homme qui se veut une plateforme d'échange et de partage sur les questions intéressant les droits de l'homme. Pour cette deuxième édition, nous avons voulu magnifier un peu la pratique des droits de l'homme au sein des milieux particuliers, le milieu carcéral. Le Café des droits de l'homme se propose également de renforcer l'engagement citoyen, un engagement qui se matérialise par une causerie débat sur l'importance des questions des droits de l'homme. Cette deuxième édition met l'accent sur le rôle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée dans la réinsertion socio-professionnelle des détenus, la promotion et la protection des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires au Mali. Cette année, le Café des droits de l'homme met en avant la thématique « La réinsertion socio-professionnelle en milieu carcéral, gage d'une paix sociale ». Il est fondamental que le temps d'incarcération ne doit pas être une parenthèse inutile dans la vie d'une personne détenue. Il doit aider à préparer au retour à la vie libre avec une perspective sérieuse de réinsertion sociale. Une réinsertion qui permet de transformer un détenu en citoyen modèle. Les pupilles de la nation profitent bien des vacances scolaires. Ce jeudi après-midi, elles étaient dans les locaux de l'ASECNA pour apprendre quelques notions de la sécurité routière. L'initiative vise à faire de ces enfants des ambassadeurs dans la lutte contre l'insécurité routière. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres en charge de la santé et sa collègue des transports. Le reportage de Awa Traori. Les pupilles de la nation viennent d'être imprégnées des gestes de premier secours et la reconnaissance des différents panneaux de signalisation. Une formation qui a permis de leur expliquer le code de la route. Comment se comporter dans la circulation afin de prévenir les accidents. À travers cette formation, j'ai compris que la NACER voulait nous sensibiliser à propos du code de route, des panneaux de signalisation à respecter et des différents protocoles. Et nous avons remarqué que dans ces différents accidents, il y a 60% de jeunes qui meurent chaque année, donc ils veulent éviter ces accidents. Gérer les circulations quand nous avons des dangers. Cette initiative émane du ministère des Transports et des Infrastructures à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Accompagnée de sa collègue de la santé et du développement social, Dambélé Madina Sissoko a rappelé l'importance de l'éducation sécuritaire, notamment chez les plus jeunes. Les pupilles de la République, qui sont plus ou moins compris dans cette tranche d'âge, méritent à cet égard l'attention de la collectivité publique. Leur sécurité est une priorité des pouvoirs publics à la mesure de leur état et de leur statut. Ces enfants, ils sont en vacances, mais c'est un apprentissage pendant lequel on leur apprend les codes de la route. C'est pas seulement les panneaux, les feux rouges, les feux verts, mais c'est un acte citoyen, un acte de civisme. Et je pense que quand ils vont apprendre ça, ça va les apprendre à être beaucoup plus sages, parce qu'on leur apprend, par exemple, il y a une phrase simple qui dit que quand le feu est vert pour l'automobiliste, il doit être rouge pour le piéton. Donc c'est des conseils qui sont vraiment utiles et qui vont encore enrichir leurs connaissances. À l'issue de la formation, un lot de casques symboliques a été remis aux pupilles. Voilà, les pupilles en visite à l'ANASER, des enfants qui méritent toute une attention et une bonne continuation. Pour la 5e édition du SIAMA, Salon international de l'artisanat du Mali, le rendez-vous est pris du 27 novembre au 7 décembre prochain au parc des expositions de Bamako. Le pré-lancement a eu lieu hier au Centre international des conférences de Bamako en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le thème de l'édition 2025 est artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle.
culturelle. Les pays invités d'honneur sont le Burkina Faso et le Niger et un invité spécial, le Maroc, à travers la Chambre des métiers de l'artisanat de Rabat. Cet événement grandiose aura un cachet particulier car coïncident avec l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, Moussa Kamara et Tchédje Kamara. Reportage. C'est par l'artisanat que s'exprime la diversité culturelle d'un pays. Et pour exposer cette richesse, le Salon international de l'artisanat du Mali est lancé pour la 5e fois. Un espace de rencontre qui célèbre les savoir-faire, les traditions et l'innovation de tout un continent. La particularité de l'édition 2025 est la transformation dans les branches des métaux, notamment la fabrication des meubles et mobilier de bureaux, des machines agricoles. Il est prévu la mise à disposition des exposants. 540 stands climatisés, 120 stands ordinaires, 50 pour la restauration et 20 pour stands non bâtis. Le Siama rassemblera des centaines d'artisans venus du Mali, d'Afrique et d'ailleurs pour exposer leur savoir-faire. Comme d'habitude, je présente les tissus made in Mali, 100% coton malien bio. Le coton malien, depuis le fil jusqu'au prêt-à-porter, je fais le tout. J'ai une unité de production agroalimentaire. Nous transformons les produits locaux pour donner de la plus-value. On vend des produits artisanaux, différents modèles, des tableaux, des grands cadres comme ça, là, avec des boîtes, avec toutes les décorations des maisons. C'est ça qu'on vendait, et des bijoux. Loin d'être un simple marché, le Siama se veut aussi un lieu de formation, de transmission et de promotion. Le Siama, c'est un espace de célébration de l'unité nationale. C'est un espace de célébration de notre identité nationale. Plus qu'une question de métier ou d'économie, il s'agit de l'âme de l'homme malien, du savoir-faire traditionnel, ancestral. Il s'agit de notre héritage. C'est un salon qui réunit presque l'ensemble des pays de notre région et beaucoup de pays invités, avec comme focus nos frères de l'AES. Cette édition s'inscrit dans l'année de la culture. L'année de la culture qui a été décrétée par son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décidé, conformément à sa vision, de faire de l'artisanat, de la culture, du tourisme, des piliers pour bâtir le nouveau Mali. Pendant 10 jours, le parc d'exposition de Bamako vibrera au rythme des métiers d'art. Oui, et toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du Siama. Et parlant de sécurité, le gouverneur de la région de Mopti a rencontré l'ensemble des forces vives de la région. Le but, créer une synergie d'action entre l'exécutif régional et les forces vives de la région de Mopti. Celles-ci se sont engagées à accompagner l'exécutif régional pour le retour de la paix et la stabilité du Mali. Le reportage de Oumar Maïga et Souleymane Tebsogui. Ils étaient tous là, autorités, légitimité traditionnelle et coutumière, leaders religieux, acteurs de la société civile, communicateurs traditionnels, les groupements de jeunes, pour marquer le cadre de prise de contact et de concertation du gouverneur de la région de Mopti en faveur du développement, de la paix, la cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés. Aux chefs traditionnels, vous êtes les gardiens de nos traditions, les garants de notre identité. Votre sagesse légendaire, votre connaissance du terrain et votre recevabilité sont les atouts inestimables. Aux leaders religieux, vous guidez nos fidèles vers la piété et la moralité. À la société civile, vous êtes la voix du peuple. Votre dynamisme et votre engagement sont indispensables pour impulser les dynamiques qui répondent aux besoins réels de nos concitoyens. L'union fait la force. Nous devons nous mobiliser pour orienter nos autorités en tenant compte de nos mœurs et coutumes. Ça, c'est un grand pas dans la communication. Nous restons engagés et déterminés
Nous sommes aussi disponibles, femmes, hommes, jeunes et vieux, à vous accompagner dans votre noble et exaltante mission. La présente rencontre qui s'achève n'est qu'un nouveau départ. Il est maintenant essentiel de traduire nos échanges en actions concrètes. Les légitimités traditionnelles et coutumières sont l'incarnation des valeurs de la société. Leur rôle est déterminant dans les processus de développement de la région de Mopti et du Mali. Tout à fait, Omar Maïga. Je vous l'annonçais dans les titres, une mission de la Direction nationale de l'agriculture est à l'intérieur du pays. C'est pour constater la physionomie de la campagne agricole. À Koulikoro, par exemple, le taux de réalisation est de plus de 98% selon les techniciens. À Ségou aussi, l'optimisme est de taille malgré quelques difficultés liées à la pluviométrie en début de saison. En résumé, la campagne est prometteuse dans les localités visitées. Nos reporters sont Kandé Sila et Ousmane Kouita. Cette mission nationale de supervision de la campagne agricole en région de Koulikoro était dirigée par le directeur national de l'agriculture. Pour la circonstance, il était accompagné des responsables régionaux des services de l'agriculture de Koulikoro, de l'Office de protection des végétaux OPV, de la Chambre régionale d'agriculture de l'APECAM. Les visiteurs sont allés dans les champs pour s'imprégner de l'état d'évolution de la campagne agricole 2025-2026 en deuxième région de Fanafé-Okra, commune de Kambila, Sek de Kati, en passant par Fougadougou, dans la commune de Tienfola, Sek de Koulikoro. Les constats sont les mêmes. Le Conseil suprême de l'agriculture, le président de la transition, nous a instruit effectivement d'accompagner les exploitants agricoles du Mali. Nous avons sillonné ensemble presque l'ensemble de la région de Koulikoro, était à Kati, et aujourd'hui c'est le cercle de Koulikoro, notamment dans la commune rurale de Tienfola. Le constat est satisfaisant. Nous avons constaté effectivement que tout ce que nous avons planifié au début de la campagne, nous sommes à peu près à plus de 98% de réalisation, ce qui est très encourageant. Le démarrage de la campagne agricole a été un peu difficile, mais aujourd'hui ça va. L'espoir est permis si la pluie continue comme ça. Dans l'ensemble, la région de Koulikoro présente une situation phytosanitaire relativement calme. Déjà, les objectifs prévisionnels sont réalisés à plus de 98%, estiment les techniciens de l'agriculture. En termes d'emblavure, nous sommes assez satisfaits du taux de réalisation au niveau des superficies. Donc soit un taux de 98,7%. En termes de situation phytosanitaire, on peut signaler quand même au niveau de la région que la situation elle est relativement calme. Cependant, il y a eu en tout cas des cas d'attaque de chenilles légionnaires qui ont été signalés un peu partout au niveau des cercles. Mais avec la promptitude de l'OPV et les agents, en tout cas des mesures ont été prises pour circonscrire en tout cas le mal. Partout où la mission est passée, les membres de la délégation ont échangé avec les paysans et ont recensé les difficultés afin de trouver les solutions appropriées. Ce sont les parcelles d'Ibrahim Ouagé à Baroli qui constituent la première étape de cette mission conjointe de supervision de la campagne agricole dans la région de Ségou. Ici, le paysan exploite une quinzaine d'hectares avec plusieurs spéculations, dont le maïs et le coton. Le 17 juin. Donc, au début de l'hivernage, nous avons eu quelques problèmes liés à la pluviométrie. Mais aujourd'hui, l'hivernage s'est bien installé. Je conseille cependant aux producteurs de privilégier les semences améliorées des lierres et de mettre un accent sur la fumure organique. Autre champ visité, des parcelles à Boadji. Au regard de l'aspect végétatif des différentes spéculations, mil, maïs, soja et autres arachides, la campagne reste conforme aux objectifs de production. Les objectifs d'emblavure assignés étaient de 677 5 hectares. Et à cette date, nous sommes à une relation de 637 500 hectares. En termes de production, on s'attend à 1 426 000 tonnes
pour toutes ces céréales confondues. Avec les moyens qu'ils ont eu à leur disposition, ils sont en train de réaliser de bonnes choses. C'est-à-dire certains ont utilisé de la fumure organique en quantité suffisante et n'ont pas attendu forcément l'appui de l'État en engrais minéraux pour commencer leur réalisation. Donc on a visité des champs comme ça qui nous ont vraiment donné satisfaction. Des conseils pratiques ont été donnés aux paysans, dont le respect des mesures de vigilance et d'anticipation pour minimiser les risques pouvant survenir au regard du contexte lié au changement climatique. Voilà une bonne campagne agricole qui permet d'assurer l'autosuffisance alimentaire et le gouvernement explore les pistes dans le cadre d'une collaboration mutuellement avantageuse. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Élevage et de la Pêche et le commissaire à la sécurité alimentaire prennent part à Dakar au Forum africain sur le système alimentaire. Ils ont exposé les potentialités du Mali dans la perspective d'un partenariat entre Dubaï, le Mali et le Sénégal. Le commentaire de Bemba Sibi. 3 pays, un objectif commun, faire de l'entrepreneuriat agricole un levier de développement du secteur agricole. C'est dans ce cadre qu'en marge du Forum africain sur les systèmes alimentaires que l'Émirat de Dubaï, le Mali et le Sénégal ont entamé des discussions pour une collaboration franche dans ce domaine. Il s'agit, à travers ces échanges, de promouvoir de nouveaux systèmes innovants de production et de distribution de produits agricoles. Par exemple, les produits laitiers et la filière viande-bétail où le volume des importations est énorme. Le Sénégal importe 80 milliards de lait et produits laitiers. Le Mali en importe 30 milliards chaque année. Pourquoi ne pas faire un accompagnement gagnant-gagnant? Déjà, le potentiel est là avec la disponibilité de terres arables, de l'eau et de la main-d'œuvre, notamment jeune. À travers les partenariats que l'on peut faire avec nos amis de Dubaï, en construisant juste un canal de 100 km, ça nous libère 28 000 hectares de terres arables. Pays avec un très grand potentiel agricole, avec une population majoritairement jeune, comme tous les pays de la sous-région, et avec des ressources en eau très très importantes, à la fois l'eau de surface et l'eau souterraine, qui font du Mali vraiment un pôle de production agricole très important, et donc aussi pour les investissements. Nous estimons que chaque dollar investi dans le domaine agricole au Mali rapportera des bénéfices économiques de 2 dollars. Au Mali et au Sénégal, l'agriculture et l'élevage offrent de grandes opportunités. Avec l'innovation technologique et une franche collaboration, ces pays peuvent créer plus de 17 000 emplois décents pour les jeunes. Nous ouvrons l'actualité dans les pays de l'AES par le Burkina Faso qui renforce ses unités industrielles. Des équipes techniques sont identifiées à cet effet pour des missions de prospection dans les régions du Burkina. L'implantation des usines tient compte des potentialités de chaque région. Le reportage de Siedi Laré et Fanta Ouattara de la télévision burkinabé. Une équipe technique en mission de prospection et d'identification de sites industriels ici à Manga. Et c'est ce site de 42 hectares à cheval entre le secteur 4 et 5 qui est identifié pour l'implantation de la future unité industrielle pour le compte de la région du Nazinon. Sur le lieu, l'équipe technique évalue le site sur la base des schémas nationaux. Dorénavant, il n'est plus question qu'un citoyen lambda puisse venir mener une activité. Voilà, c'est pour pouvoir limiter ces colonisations-là et de faire en sorte que on puisse facilement mobiliser le site et pouvoir accueillir de nouvelles unités industrielles. Déjà que les premiers acteurs sont engagés dans le processus et que c'est le projet de chef de l'État, donc le projet de toute la nation, je crois qu'on trouvera toujours des solutions. La mission d'identification est conduite par l'Autorité nationale de coordination du foncier, ANCF, une structure de la présidence. On va d'abord sécuriser le site physiquement et juridiquement, ensuite mobiliser le foncier, libérer le site et procéder à l'aménagement et à la viabilisation pour avoir des sites industriels propres et appropriés pour accueillir les nouvelles unités industrielles. C'est un grand projet pour la commune et nous allons mettre les bouchées doubles
pour notamment sensibiliser toute la population, tous les propriétaires seraient impactés par le projet. Avec ce projet d'industrialisation, le Burkina Faso se positionne comme une opportunité pour les investisseurs étrangers. Il s'agit par ailleurs d'une opportunité de création d'emplois pour les jeunes. L'opération d'identification se poursuit à travers le pays. Au Niger, l'Institut des radioisotopes offre des bourses de formation aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a visité les locaux de l'Institut. Le reportage de Nafissa Badamassi et Amidou Amoudou. À travers cette visite de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP à l'Institut des radioisotopes IRI de l'Université Abdou Moumouni de Niamey IAM, plusieurs objectifs sont visés. Un véritable travail de recherche suivant l'évolution des technologies. Pour les familles de ces soldats qui souhaitent en tout cas développer des activités agricoles, nous sommes prêts à les accompagner dans la valorisation de nos différents résultats. Nos différents résultats sont aptes à accompagner une production optimale des cultures iridiennes. Ce que je viens de voir, ça doit aller à une échelle plus importante pour la simple raison que les recherches qui sont développées ici, notre pays en a vraiment besoin. À ce niveau, le partenariat s'impose très rapidement pour qu'on voit dans quelle mesure les bases vont être jetées et que ça puisse répondre aux grandes préoccupations du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani. Cette visite du comité de gestion du FSSP a été l'occasion pour l'IRI d'offrir 20 bourses de formation professionnelle et appui conseil d'une durée d'1 mois. Des bourses d'une valeur de 6 millions de francs CFA destinées aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Vous avez suivi sur cette même antenne la victoire des Aigles du Mali face aux Comores par le score, de 3-0. Les nôtres se sont relancés ainsi dans le groupe I, une partie maîtrisée de bout en bout par les poulains de Tom Saintfiet qui sont désormais 3e du groupe I à 4 unités du Ghana, leader et prochain adversaire du Mali. Le match est prévu le lundi 8 septembre. Retour sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Aridou Matina et Sambou Djakiti. Les Aigles du Mali se relancent dans le groupe I en vue de la qualification pour le Mondial 2026. Vainqueur face aux Comores sur cette même pelouse au mois de mars dernier 3-0, l'équipe nationale vient d'infliger le même tarif de 3-0 sur le même terrain à la formation comorienne, cette fois-ci au compte de la 7e journée. Dans cette rencontre où la victoire était impérative pour le Mali, et c'est le talentueux ailier Néné Dorgelès qui ouvre la voie du succès aux Aigles. À la suite d'un énorme boulot du géant attaquant Moustapha Sangaré. 1-0 score à la mi-temps. L'équipe comorienne tente de réagir en seconde période et monopolise la balle mais sans parvenir à créer de réelles occasions. Ayant une profondeur de banc adéquate, le coach Tom Saintfiet fait des changements. Les entrées de Mohamed Kamara Tchamanché et surtout de Lassine Sinayogo vont faire du bien à l'équipe malienne qui va obtenir un penalty à la 70e minute. Provoqué d'ailleurs par le nouveau rentrant Lassine Sinayogo. Kamour Doumbia va ainsi transformer la sentence. 2-0 pour les Aigles qui vont marquer un 3e but à la 76e minute. À la suite d'une action, Néné Dorgelès va mettre en difficulté la défense comorienne et sert Lassine Sinayogo bien décalé, qui à son tour va offrir une offrande à Lassine Koulibaly qui corse le score. 3-0, score final, les Aigles confirment ainsi leur valeur et leur potentiel dans cette partie. Dans nos temps forts, on a pris le but dans nos temps forts, c'est ça qui a fait la différence. Maintenant, il faut aussi rappeler les forces en présence.
Le Mali, c'est une belle équipe, ils ont des grands joueurs, ils sont 50e au monde, nous on est 107e, et tout est encore à jouer. Je suis très heureux. Maintenant, on doit récupérer, on peut être fier des résultats et des joueurs, et on doit penser, on commence de penser demain pour le match contre Ghana, ça va être très difficile, mais on a toujours le rêve, la porte est toujours ouverte pour notre rêve, on va faire tout et je suis très fier de mon équipe. Nous vous disons merci encore une fois de plus à tous les joueurs, à l'encadrement technique, à la Fédération malienne de football, au ministère des Sports qui a pris toutes les dispositions pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour ce match, sans oublier les supporters maliens. Je dois les remercier, leur grande mobilisation, Oujda Berkane, nos étudiants se sont bien mobilisés pour être là, pour être les 12e hommes pour vous supporter. Et je ne peux pas terminer sans remercier les médias qui sont là, qui ont fait qu'aujourd'hui, à Bamako, partout au Mali, les cœurs ont vibré, et surtout des joies. Et ça, c'est à votre honneur. Je pense que la bonne marche est déjà amorcée. Et comme l'entraîneur l'a dit, nous allons gagner maintenant tous les matchs. On va pas à pas, match par match. Donc ne vous faites pas de pression surtout. Essayez de vous faire plaisir. En vous faisant plaisir, vous allez vraiment honorer le Mali. Vous allez hausser notre drapeau. Avec 12 points à 4 longueurs du leader, le Ghana, l'opération de relance des Aigles est en marche et les regards sont désormais tournés vers le match du 8 septembre à Accra contre le Black Stars du Ghana au compte de la 8e journée. Et on y croit, bravo encore à nos aigles. La finale de la Super Coupe Générale Assimi Goïta oppose ce dimanche l'équipe de Mopti à celle de Tombouctou. Cette compétition gagne en notoriété d'année en année. Ce soir, Abdul Karim Kaba s'est intéressé aux arbitres qui officient les matchs et le rôle du corps médical. Suivons ensemble. La Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta, c'est le professionnalisme au service de la paix, l'entente et la cohésion pour le développement de la jeunesse malienne. Sport de masse, oui, la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta fait découvrir des médecins et des arbitres d'élite. Ils mènent leur activité avec amour et professionnalisme. Ça nous fait plaisir de siffler le match de la Super Coupe Assimi. Parce que cette coupe-là a des ampleurs plus que même la Coupe du Mali. Franchement, je suis contente par rapport au travail acharné qu'on fait toujours sur ce terrain-là. L'équipe médicale a toujours œuvré pour le bon fonctionnement de cette coupe depuis la première édition jusqu'à cette 5e édition. Sur le terrain, ils sont dévoués et les interventions se font avec tact et efficacité, accompagnées d'un engagement patriotique. En tant qu'équipe médicale, vraiment, nous sommes très satisfaits de la confiance renouvelée par la commission d'organisation nationale à travers le président de la commission, le commissaire colonel Maodo Chérif Tungara, qui nous a vraiment renouvelé depuis les 5 ans cette opportunité pour pouvoir prendre soin des joueurs sur le terrain. Nous sommes vraiment satisfaits sur le terrain et vraiment nous vous remercions. C'est un engouement, c'est une fierté pour nous parce qu'il y a tellement d'arbitres au Mali ici et on voit que je suis désigné parmi les 4 finalistes. Donc c'est une fierté. Et que dire du public? Un public enthousiaste qui se mobilise même sous la pluie. C'est ça aussi la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Voilà, la finale est prévue donc pour ce dimanche entre l'équipe de Mopti et celle de Koulikoro. Et la petite finale opposera Tombouctou à l'équipe de Bougouni. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a présidé le week-end dernier les journées culturelles de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture du Mali. Ces manifestations se sont achevées par une course de pirogue en présence des passionnés de cette course. Les temps forts avec Souleymane Sidibé et Souleymane Tepsogué. La pirogue est cruciale pour le transport des personnes et des marchandises sur le fleuve Niger et ses affluents. Elle facilite aussi le commerce et l'accès aux zones isolées pour les pêcheurs, notamment les bozos. Fort de ces constats, elle est au cœur de la 2e journée culturelle de Mopti. L'intérêt que nous avons pour la course de pirogue, c'est rassembler tout le monde. Quand il y a une course de pirogue, il n'y a pas de différence de population, il n'y a pas de différence de race. Tout le monde est là.
C'est surtout l'intérêt de ça, c'est d'appeler la population autour de la cohésion sociale. L'activité qui a regroupé une dizaine de pirogues est appréciée par le parrain et le gouverneur qui ont invité les Bozo à la préservation de cet instrument culturel et économique. Ça rassemble l'ensemble des éléments, qu'on soit dans un cadre économique, social, culturel et environnemental, là on s'y retrouve. L'événement que nous vivons aujourd'hui, ça a un caractère culturel, et je dirais même au-delà, caractère culturel mais également économique, parce que qui va parler de la pêche, c'est une question de filière. On se retrouve vraiment dans l'économie, on se retrouve avec le social. J'ai vu une communauté profondément liée à ses activités professionnelles et culturelles. Cette communauté aussi a des liens très forts, très liés avec toutes les autres communautés de la région de Mopti. L'appel que je lance, c'est de renforcer cette culture, de la partager avec les autres cultures et de continuer à préserver ses connaissances autour du milieu aquatique. Les 3 premiers de la course ont reçu chacun une enveloppe symbolique. Le premier a reçu le prix du président de la transition d'un montant de 200 000 francs CFA. Le deuxième prix, celui du Conseil économique, social, environnemental et culturel, est de 150 000 francs CFA. Et le troisième a reçu 100 000 francs CFA. Le professeur Oumar Kanouté, écrivain, homme de culture et politique, a tiré sa révérence mardi dernier. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à la prière du vendredi à Amdalaï. Après la prière mortuaire, ce grand commis de l'État a été accompagné en sa derrière demeure par les siens visiblement attristés. Le professeur Oumar Kanouté repose au cimetière de Amdalaï. Alpha Maïga pour plus de précisions. Ainsi Dieu en a décidé. Le professeur Oumar Kanouté, en ce jour de commémoration de la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dépose la plume ce vendredi 5 septembre 2025. Également, ce jour de grande prière, Jumma Moubarak. Il est conduit en sa dernière demeure. C'est vraiment triste parce que Barrow est tout pour nous, qui a fait beaucoup pour la famille et pour le pays. C'est notre grand frère, mais c'est notre père aussi. C'est quelqu'un qui a l'essence et le respect de l'amitié. J'ai beaucoup appris avec lui. Je l'appelais même affectueusement Touaboukan Drotoro. Le professeur, le dramaturge, l'homme politique, le père, l'ami, bref, Miché. Appelé affectueusement ainsi par ses anciens élèves, et c'est pour lui rendre un dernier hommage, d'où cette mobilisation. Un hommage au chevalier de l'Ordre national du Mali, le professeur Oumar Kanouté, que la ville de Thiès, au Sénégal, a vu naître. 75 ans dans un mois, le 7 octobre prochain, jour pour jour. C'est d'abord mon professeur de l'école normale supérieure où il m'a enseigné la littérature négro-africaine. Je l'ai eu comme collègue en tant qu'homme de culture. C'est l'un des meilleurs dans le domaine du théâtre. Et même pour la relance de la biennale, nous l'avons invité parce qu'il a une expertise dans le domaine. C'est en 1984 que Barrow Kanouté a dirigé mon mémoire de fin d'études de l'école normale supérieure. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté lié à lui. Kanouté, c'était un homme pondéré, sincère, discret et très respectueux. Lui, secrétaire général de la commune 4, moi, secrétaire général de la commune 3, UNGM. Le professeur Oumar Kanouté, de classe exceptionnelle. Une perte immense pour la littérature et la culture malienne. Plusieurs de ses écrits dans les rayons des bibliothèques scolaires, parmi lesquels la fameuse pièce de théâtre Le Cercle de la Peur, un sujet sur l'apartheid et qui fut primé à la Biennale artistique et culturelle en 1986, joué par la troupe du district de Bamako. Ces œuvres m'inspirent. J'ai toujours en mémoire les conseils qu'il me donnait, surtout quand on s'est retrouvé dans le jury
de la biennale du cinquantenaire en 2010 au niveau de Sikasso. Aujourd'hui, la littérature malienne est riche de 2 livres qui font ensemble l'histoire de 100 ans du théâtre malien, et c'est l'œuvre du professeur Oumar Kanouté. Originaire de Bafoulabé, le professeur Oumar Kanouté, à qui hommage est rendu, fut député à l'Assemblée nationale du Mali et aussi conseiller à la primature. Pour n'avoir pas vécu inutile, il faut avoir planté un arbre ou écrit un livre. En somme, laisser une œuvre à la postérité. Le professeur Kanouté n'a pas vécu inutile. Que de la paix pour son âme. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.